1734, cité interdite. Vous, une jeune fille parmi des centaines de pères effrayés, vous vous trouvez dans une vaste cour de la résidence la plus influente de la planète. Choisie parmi des milliers, ignorant le monde dans lequel vous entrez, où votre voix et votre identité seront systématiquement effacées, perdues dans le secret pendant des siècles. Ce n'est pas une simple histoire de grandeur impériale ou de pratiques de traditionnelles chinoises, c'est l'histoire cachée des femmes de palais chinoises, des jeunes filles qui ont subi un système de contrôle si global, si traumatisant psychologiquement, que leurs expériences ont été délibérément effacées des archives officielles. Il ne s'agissait pas des eunuques dont on parle dans les livres d'histoire. Il s'agissait plutôt d'innombrables femmes dont les récits étaient jugés trop menaçants, trop révélateurs de la cruauté impériale pour être officiellement consignés. Si les histoires cachées que de puissantes entités tentent de d'effacer vous intriguent, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à d'autres histoires oubliées. Et n'hésitez pas à me dire d'où vous me suivez dans les commentaires. Je suis stupéfait que nous puissions nous plonger dans ces récits occultés du monde entier, unis par notre curiosité commune pour les vérités qu'ils souhaitaient taire. L'expression « femmes eunuques » peut paraître inconcevable, étant donné que le terme « eunuque » désigne les hommes castrés servant dans les cours impériales. Cependant, ce qui est arrivé aux femmes de la cour était bien plus sinistre que la castration physique. 22 000 jeunes filles furent systématiquement privées de leur humanité au sein du plus grand complexe palatial jamais construit, les réduisant à l'état de simple présence spectrale. Pour saisir l'ampleur de ce calvaire, imaginez une opération qui atteignit son apogée avec 22 000 employés. La cité interdite ne servait pas seulement de résidence, mais aussi d'appareil colossal conçu pour traiter les êtres humains, les transformant en servantes obéissantes et aveugles, exclusivement pour la satisfaction et la commodité impériale. Au cœur de ce mécanisme se trouvaient les servantes du palais, des jeunes femmes soumises à un processus de sélection brutal et inimaginable. Le recrutement commençait dès l'âge de 13 ans car elles étaient recrutées parmi des groupes ethniques spécifiques dans ce que l'on ne peut qualifier que de traite d'êtres humains autorisés par l'État. Le processus de sélection illustre l'efficacité terrifiante de la désensibilisation impériale à l'humanité. Imaginez cette épreuve, un millier de jeunes femmes alignées par groupe de 100, classées par âge, rappelant le bétail au marché. Le premier jour, des inspecteurs parcourèrent leurs rangs, écartant les filles trop grandes, trop petites, trop lourdes ou trop maigres. Au total, 1000 aspirations furent anéanties avant même le début du processus. Cependant, ce n'était que le début. Le deuxième jour, des eunuques procédèrent à des évaluations physiques complètes, scrutant non seulement leur physique, mais aussi leur voix et leur comportement général. 2000 autres furent éliminés. Ces évaluations n'étaient pas des procédures médicales, mais plutôt une objectification systématique visant à réduire l'être humain à ses traits physiques les plus fondamentaux. Le troisième jour se concentra sur l'examen des pieds et des mains, évaluant leur souplesse comme le feraient les juges d'un concours de beauté grotesque. 1000 autres jeunes filles furent renvoyées, leurs rêves familiaux en lambeaux. Mais la phase la plus intrusive et la plus humiliante restait encore à venir. 1000 adolescentes ont subi des examens médicaux éprouvants supervisés par le tribunal, des procédures traumatisantes qui ont conduit à l'élimination de 700 d'entre elles. Il s'agissait de jeunes filles de 13 ans, des enfants par excellence, soumises à des examens psychologiquement traumatisants pour des femmes adultes. Ces examens intrusifs ne visaient pas seulement à évaluer leur physique, mais aussi à les écraser psychologiquement avant leur entrée au service du palais. Lorsqu'il ne restait plus que 300 d'entre elles, elles avaient déjà intériorisé l'idée que leur corps n'était pas personnel et que leur dignité pouvait être arbitrairement confisquée par le pouvoir impérial. Cependant, cette épreuve était loin d'être terminée. Ces 300 dernières furent hébergées au palais pour une série d'évaluations d'1 mois destinées à évaluer leur intelligence, leur valeur, leur tempérament et leur intégrité morale. Imaginez être une adolescente de 13 ans, séparée de force de ses proches, soumise à des examens physiques invasifs, puis à un confinement prolongé pendant que des inconnus jugeaient si vous valiriez une vie de servitude. Le traumatisme émotionnel infligé lors de ce processus de sélection ne doit pas être sous-estimé. Ces jeunes filles ont rapidement compris qu'elles étaient des marchandises à examiner, à évaluer et à accepter ou à rejeter selon leur utilité pour les autres. Elles ont compris que leurs désirs, leurs angoisses et leurs aspirations personnelles n'avaient aucune importance. Surtout, elles ont appris que toute résistance était vaine. Le système était trop vaste, trop puissant, trop inflexible pour qu'une seule personne puisse l'affronter. Une fois choisies, ces jeunes femmes entraient dans un royaume régi par des lois si étranges et psychologiquement néfastes que les histoires de castrats masculins paraissent presque simples en comparaison.
La structure du palais encourageait intentionnellement la rivalité entre les femmes, instaurant un système impitoyable où le succès reposait davantage sur la rivalité et la trahison que sur l'unité. Au sommet de cette hiérarchie féminine se trouvaient les concubines impériales, dont le rôle principal était de donner naissance à la descendance de l'empereur. Cependant, ces femmes, apparemment privilégiées, menaient une vie empreinte de peur et de doute, passant potentiellement toute leur existence au palais sans jamais rencontrer l'empereur, malgré leur position élevée. Leurs subordonnées étaient les servantes du palais, classées en plusieurs niveaux, non pas selon leurs compétences ou leur personnalité, mais selon le statut social et l'origine ethnique de leur famille. La caractéristique la plus frappante de cette hiérarchie était sa composante raciale. Les preuves historiques montrent que les eunuques étaient obligatoirement des Chinois Han, tandis que les rôles les plus prestigieux au service de l'impératrice douairière et de la famille impériale étaient réservés aux femmes des trois bannières, mandchoues et supérieures. Par conséquent, les femmes chinoises Han ne pouvaient jamais accéder aux plus hautes fonctions, quelles que soient leurs compétences ou leur engagement. Elles restaient des membres de seconde zone dans un environnement déjà répressif. Cependant, le programme de formation des nouvelles recrues était peut-être l'aspect psychologiquement le plus dommageable de la vie au palais. Les jeunes filles étaient les soumises au contrôle de servantes supérieures, souvent appelées tantes, qui exerçaient un pouvoir absolu sur leurs stagiaires. Ces servantes supérieures, approchant la fin de leur période de service obligatoire, avaient appris à s'adapter en devenant les instruments du même système oppressif qui les avait maltraitées. La formation était conçue pour être rigoureuse. Des servantes expérimentées imposaient une discipline aux stagiaires non qualifiés en les punissant physiquement et en les réaffectant à des tâches fastidieuses, le tout sans supervision ni possibilité de protestation. L'objectif allait au-delà de la transmission de connaissances pétience pratiques. Il visait à démanteler complètement l'individualité et la volonté de ces jeunes femmes. Elles étaient entraînées à se déplacer furtivement dans le palais, à anticiper les besoins inexprimés et à vivre dans une disponibilité et une soumission constante. L'un des aspects les plus troublants de cette éducation était son intrusion dans les aspects les plus intimes de la vie de ces femmes. Même leur sommeil était soumis à surveillance et à manipulation. Les servantes du palais étaient contraintes de dormir dans des postures déterminées, jamais allongées de manière décontractée ou confortable. La justification invoquée était religieuse. Les divinités du palais, qui erraient dans les couloirs la nuit, ne devaient pas rencontrer de servantes dans des positions indignes. Cependant, l'intention sous-jacente était la domination psychologique. Ces femmes ont découvert que même inconscientes, même durant les périodes les plus exposées de leur vie, elles étaient encore observées et évaluées. D'anciennes servantes du palais, interrogées des années plus tard, continuaient de se conformer à ces restrictions de sommeil. Leur corps, conditionné par le traumatisme, était contraint de maintenir les postures imposées par leurs suzerains impériaux depuis longtemps disparus. Cela souligne les dommages psychologiques graves et durables infligés par le système. Des femmes sont restées mentalement incarcérées longtemps après leur départ physique du service du palais. Le contrôle s'étendait non seulement à la conduite, mais aussi au langage lui-même. Il était interdit aux femmes du palais d'utiliser la première personne. Elles ne pouvaient pas dire « je » ou « moi ». Elles devaient plutôt s'exprimer comme une esclave indigne ou une humble servante. Cet effacement linguistique dépassait la simple coutume. Il altéra leur processus cognitif, les obligeant à se percevoir comme des sous-hommes. En quelques mois seulement, de nombreux individus ont lutté pour se concevoir comme des entités singulières lorsqu'ils étaient seuls. Ce démantèlement systématique de l'identité individuelle coïncidait avec des contraintes physiques qui paraîtraient incroyables si elles n'étaient corroborées par les témoignages des survivants. Il était interdit aux femmes dans les palais de tourner le dos à tout membre de la famille impériale. Une règle apparemment simple, mais qui instaurait une terrifiante routine de surveillance continue. Ces femmes cultivaient une habileté quasi surnaturelle, traversaient les pièces latéralement, pivotaient et glissaient tout en accomplissant leurs tâches, veillant toujours à ce que leur dos ne soit jamais face à l'empereur ou à sa famille. La logique de cette réglementation révèle la mentalité paranoïaque qui imprégnait la vie au palais. Chaque femme était perçue comme une assassine potentielle. Le dos tourné symbolisait un moment d'exposition où tout pouvait être dissimulé. N'importe quelle arme prête. D'anciens serviteurs du palais racontent leur apprentissage du déshabillage, du service des repas et du nettoyage des chambres dans une irréaliste danse de soumission. Ils se mouvaient, tels des danseurs dans un ballet hideux, chaque mouvement dicté par la peur qu'un instant d'inattention puisse entraîner la mort. Cependant, ce sont les règles régissant les rencontres intimes qui ont révélé le véritable tourment psychologique infligé à ces femmes. Celles choisies
pour servir l'empereur en privé, étaient soumises à des règles si particulières et dégradantes qu'elles contredisaient la nature humaine. Lors des rencontres privées avec l'empereur, les femmes étaient tenues de dissimuler toute émotion, gardant le silence et l'obéissance en signe de loyauté. Nombre d'entre elles intériorisèrent ce contrôle jusqu'au détachement, se distanciant de leurs propres expériences comme mécanisme d'adaptation. Certaines femmes succombèrent à cette pression, développant des troubles que les médecins du palais ne parvenaient pas à catégoriser. Aujourd'hui, on parlerait d'un détachement psychologique total. Elles se transformaient en êtres spectraux, leur voix s'éteignant sous les pressions insoutenables qui leur étaient imposées. Seules, elles demeuraient muettes, leur capacité d'expression anéantie par des décennies d'asservissement forcé. L'expérience de l'empereur était considérée comme un paroxysme d'harmonie cosmique. Les cérémonies de cour mettèrent l'accent sur le timing et le rang, même dans les affaires personnelles, et les femmes étaient éduquées à s'aligner sur les désirs impériaux d'une manière qui reflétait les principes religieux. Une femme du palais, se dressant devant lui, sous-entendait que ses plaisirs terrestres pouvaient surpasser les ordres divins. Il en résultait un calcul ardu où les femmes devaient continuellement réguler non seulement leurs propres réactions, mais aussi déchiffrer les indicateurs subtils du désir impérial, devenant maîtresses de la répression par leur seule force mentale. Après ces rencontres, les femmes étaient contraintes de rester immobiles, souvent allongées sur le ventre, jusqu'à ce qu'on leur accorde la permission de bouger. La durée variait selon les dispositions de l'empereur, allant de quelques minutes à quelques heures. Durant cette période, il leur était interdit de se laver, de modifier leur posture ou de montrer le moindre signe physique de détresse. Cette mesure visait à renforcer l'inégalité inhérente à l'interaction. L'empereur pouvait reprendre rapidement ses activités habituelles, tandis que la femme restait immobile, dans une vulnérabilité absolue, jusqu'à ce qu'il décide de la libérer. Les règles relatives à la grossesse instillaient une peur perpétuelle. Les femmes étaient tenues d'informer rapidement le chef des eunuques de toute grossesse suspectée, et non l'empereur lui-même. Cependant, une condition était posée. Elle devait signaler même les grossesses potentielles. La non-déclaration de grossesse était passible de mort. Les fausses déclarations entraînant des coups violents qui laissaient des traces durables. L'hypervigilance envers chaque fonction corporelle transformait leur physiologie en une entité angoissante au lieu d'un processus naturel pour elles. Les femmes enceintes ressentaient une terreur particulière. Elles étaient rapidement isolées et soumises à une surveillance constante, non par sécurité, mais par observation. Leurs soins étaient inexistants, on les surveillait pour éviter l'interruption de grossesse ou l'automutilation. L'héritier potentiel avait une valeur immense, tandis que la mère porteuse n'était qu'un simple réceptacle fonctionnel jusqu'à l'accouchement. Lorsque de nombreuses femmes étaient convoquées simultanément dans les appartements de l'empereur, une hiérarchie rigide dictait leurs interactions. La femme favorite dirigeait, mais d'autres servaient d'auditrices, d'assistantes ou de concurrentes dans des rituels de cour complexes. Cette règle alimentait la jalousie et la compétition, obligeant les femmes potentiellement susceptibles de former des alliances à se considérer mutuellement comme des menaces et des obstacles. Les femmes se retrouvaient à rivaliser pour l'affection d'un homme, se mettant en scène dans des situations qui les dégradaient et les transformaient en entités remplaçables. Un spectacle profondément décourageant. L'aspect le plus douloureux résidait dans la destruction de la véritable camaraderie féminine. Des amies qui se chérissaient mutuellement étaient contraintes d'assister à la dégradation et à l'humiliation de leurs amis, devenant souvent, à leur insu, les instruments de cette dégradation. Des amitiés qui auraient pu offrir réconfort et soutien étaient transformées en armes. De plus, ces femmes devaient maîtriser la psychologie, décryptant et s'adaptant rapidement au paysage émotionnel de l'empereur. S'il était en colère, elles devaient apaiser sans présomption, s'il était triste, réconforter sans pitié, s'il était joyeux, mais avec retenue. Cela exigeait une intelligence émotionnelle et une maîtrise de soi extraordinaire, ce qui amenait les femmes à perdre le contact avec leurs propres émotions authentiques. Ils ont conçu des méthodes d'organisation cognitive complexes, des moyens de segmenter les expériences, leur permettant de retrouver des souvenirs selon les besoins et de les refouler aux besoins. Certains ont réussi cet exercice d'équilibre psychologique avec succès, tandis que d'autres ont complètement explosé, manifestant ce que nous appelons aujourd'hui des troubles dissociatifs. Leur tâche consistait à se remémorer les moindres détails de leurs interactions avec l'empereur, tout en les rejetant dès qu'il quittait ses appartements. Le cycle des désirs impériaux ajoutait une complexité supplémentaire. Les goûts de l'empereur s'accordaient avec les cycles agricoles, nécessitant des rôles symboliques différents selon les mois et les fêtes. Lors des fêtes des moissons, ils symbolisaient à la fertilité et la prospérité.
Au solstice d'hiver, ils incarnèrent le retour de la lumière et de la chaleur. En temps de guerre, ils transmettaient l'énergie martiale et la force d'âme. Elles se transformaient constamment en incarnations d'idées abstraites plutôt qu'en individus uniques, soumis à des changements incessants. Certaines interactions étaient observées par des eunuques ou des femmes de haut rang du palais, non pas pour le plaisir de l'empereur, mais pour garantir le respect des règles. Ces observatrices avaient le devoir de signaler les manquements aux règles, les manifestations d'émotions sincères ou tout signe indiquant que les femmes percevaient ces rencontres comme autre chose que des obligations sacrées. Cela favorisait une culture de surveillance perpétuelle où même les actes les plus intimes étaient scrutés afin de respecter les coutumes rituelles, les femmes ne sachant jamais quand elles étaient observées ni qui pouvait les dénoncer. Le système des cadeaux révélait une autre dimension du contrôle psychologique. L'empereur accordait parfois des présents tels que des bijoux, de la soie, des friandises, mais ceux-ci s'accompagnaient d'obligations invisibles. Accepter signifiait accepter une dette impossible à rembourser. On attendait des femmes qu'elles témoignent leur reconnaissance, non seulement pour le cadeau, mais aussi pour le privilège qui leur était accordé en étant choisies comme bénéficiaires. Les cadeaux servaient à établir des hiérarchies et à attiser la jalousie. Ceux qui recevaient devenaient la cible du ressentiment, tandis que le refus était considéré comme un manque de respect envers la générosité impériale. Derrière ces murs, ces femmes portaient un fardeau supplémentaire qui s'étendait bien au-delà du palais. Leurs familles étaient essentiellement retenues captives pour garantir leur obéissance. Le danger ne menaçait pas seulement la vie de leurs proches, mais aussi leur honneur, leur statut social et leur perspective matrimoniale. Une femme qui désapprouvait l'empereur risquait non seulement sa propre mort, mais aussi l'anéantissement de tous ceux qu'elle avait aimés, créant une pression psychologique qui se prolongeait sur plusieurs générations. En vieillissant au sein du palais, ces femmes étaient confrontées à la plus dure réalité, le déclin inexorable de leurs valeurs dans une société qui valorisait la jeunesse par-dessus tout. Les femmes cherchèrent des moyens de rester séduisantes, sans effort apparent, vieillissant avec élégance mais subtilité, reconnaissant leur perte d'importance tout en luttant pour la reconnaissance impériale face à des prétendantes le plus jeunes. Les pratiques de beauté devenaient de plus en plus extrêmes et dangereuses à mesure qu'elles luttaient contre le temps. Elles utilisaient des cosmétiques de toxiques contenant du plomb qui abîmaient progressivement leur peau, leur procurant le teint pâle tant convoité tout en les empoisonnant de l'intérieur. Elles subissaient des traitements douloureux pour préserver leur jeunesse, développant des troubles alimentaires et une obsession pour l'exercice physique, dans un vain effort pour arrêter le passage du temps. Les plus chanceuses périssaient jeunes, épargnées par l'agonie de voir leur propre attrait décliner aux yeux de l'empereur. Les malheureuses vivaient assez longtemps pour assister à l'arrivée de nouveaux groupes de jeunes filles de 13 ans, craintives et remplaçables, destinées à remplir leur rôle dans le cycle éternel de l'exploitation impériale. Cependant, l'aspect le plus troublant de ce système était le sort réservé à la disparition d'un empereur. Certaines femmes optaient pour l'inhumation rituelle, un geste de dévotion symboliquement lié à l'idéologie impériale et à des structures de loyauté alimentées par la peur, préservant ainsi leur honneur et la sécurité de leur famille. Alternativement, elles pouvaient survivre en tant que veuves, marquées à jamais par leur lien avec un monarque défunt, sans pouvoir se remarier ni avoir d'enfants. Dès son entrée au service du palais, une femme devait développer un lien avec la mort, la considérant non pas comme une fin, mais comme l'accomplissement ultime d'un devoir. Les femmes écrivaient ou des lettres à leurs proches pour exprimer leurs décisions, composant des poèmes sur leur dévotion et contribuaient à la création de leur propre mythologie tout en se préparant à leur propre disparition. Les récits historiques indiquent que de nombreuses femmes du palais préféraient l'enterrement à l'imprévisibilité du veuvage. Elles se paraient de leurs plus somptueuses soieries, revêtèrent leurs précieux bijoux et se postaient dans les chambres entourant le tombeau de l'empereur. Par la suite, les entrées de ces chambres furent symboliquement fermées en signe de dévotion ultime, pour ne plus jamais être rouvertes. Cependant, malgré tous les efforts pour les maîtriser, certaines femmes parvinrent à défier le système. Elles cultivèrent des langages secrets permettant une communication discrète, codant des messages dans les compositions florales ou le choix des tissus des tenues impériales. Elles élaborèrent des dialogues codés qui discutaient ostensiblement des devoirs du palais, mais qui transmettaient en réalité des renseignements sur les voies d'évasion potentielles ou les alertèrent de la présence d'eunuques dangereux. Certaines formes de défiance étaient subtiles. Regards prolongés, fredonnements faux de chansons, une manière particulière de servir le thé qui prononçait des mots interdits. D'autres étaient plus explicites. De rares archives du palais font allusion à des pactes de suicide, des tentatives d'évasion et des grossesses cachées aux autorités.
En 1942, un groupe de femmes du palais défia l'autorité avec audace, pleinement conscientes des répercussions, mais animées par le désir de véritable prise de décision. Dans un acte de résistance audacieux, elles cherchèrent à assassiner l'empereur Zhuangzi. Les archives historiques montrent que ces femmes planifièrent stratégiquement leur action les nuits où l'empereur visitait les appartements de sa concubine préférée. Après le départ de la concubine et de son entourage, laissant l'empereur seul, les femmes s'activèrent. Elles le maîtrisèrent, tandis qu'une femme tentait de l'étrangler avec un ruban, mais cette méthode échoua. Dans leur précipitation et leur incompétence, elles nouèrent mal un cordon de rideau de soie autour de son cou, empêchant ainsi une constriction mortelle. Craignant d'être découvert, l'une des conspiratrices alerta l'impératrice Fang, épouse de l'empereur. L'empereur resta inconscient jusqu'au lendemain, date à laquelle l'impératrice Fang prit une mesure décisive. Les femmes du palais subirent une peine rare et emblématique pour trahison, destinée à les avertir et à effacer leur défiance de leur conscience. Parallèlement, leur famille risquait l'exécution pour dissuader toute représaille. Cet événement fut largement omis des archives officielles, jugé trop périlleux pour être consigné en détail, mais des traces subsistent dans les journaux personnels et la correspondance étrangère. Cette tentative d'assassinat ratée révéla à la fois la vaillance et l'impuissance absolue des femmes du palais. Malgré leur volonté de tout sacrifier pour une lueur de libération ou de vengeance, leur existence protégée les avait laissées démunies face à la violence. Elles furent contraintes d'utiliser des rubans et des cravates, faute de moyens pour les armes conventionnelles, et réduites à utiliser avec créativité les objets de leur environnement immédiat. Le châtiment sévère infligé, ainsi que son application à des membres innocents de la famille, souligne la manière dont le système impérial recourait à une brutalité démonstrative pour instiller la peur chez les rebelles potentiels. Chaque femme du palais était consciente du sort réservé aux conspirateurs et l'avertissement était sans équivoque. Résister mettrait non seulement sa vie en danger, mais aussi celle de ses proches. L'acte de violence le plus répandu contre les femmes du palais eut lieu en 1421, peu après la révélation de la cité interdite par l'empereur Yongle. Des rumeurs circulaient selon lesquelles l'une de ses concubines préférées s'était suicidée suite à une relation illicite avec un eunuque du palais, prétendument en raison de l'impuissance sexuelle de l'empereur. Embarrassé par ces rumeurs, Yongle résolut de supprimer quiconque pourrait révéler la vérité. Il informa le palais que la concubine avait été empoisonnée, puis arrêta 2800 femmes de son harem et ordonna leur exécution par découpage. Lors de cette exécution massive, même les plus jeunes serviteurs du palais, certains à peine adolescents, furent pris au piège des purges aveugles de l'empereur. L'ampleur effarante de ce massacre, près de 3000 femmes et filles exterminées pour préserver la vanité d'un seul homme, souligne le dénigrement absolu des femmes du palais. Bien qu'aucun document officiel ne fasse état de ce massacre, il existe un témoignage de Dame Cui, l'une des concubines de l'empereur, absente du palais à ce moment-là. Son témoignage, dissimulé dans des archives privées pendant des siècles, constitue la seule preuve étayée de cet événement horrible. Peu après son retour, Dame Cui et les 15 concubines restantes furent pendues avec des cordes de soie blanche dans la cité interdite le jour des funérailles de Yongle. L'omission délibérée de ce massacre, dans les chroniques officielles, démontre la manière dont les autorités impériales s'efforcent de dissimuler les preuves de leurs atrocités envers les femmes. Les chercheurs mettent progressivement au jour des omissions dans les récits historiques concernant le système impérial, révélant des vérités éparses issues de correspondances personnelles, de dépêches diplomatiques et de témoignages de survivants ayant échappé aux limites de la hiérarchie du palais. Ces lacunes documentaires étaient intentionnelles plutôt que fortuites, s'inscrivant dans une tentative organisée de dissimuler le véritable fonctionnement de l'administration impériale. Si les récits des eunuques, malgré leurs épreuves, persistaient, car leurs récits ne menaçaient pas la légitimité intrinsèque du système, les récits des femmes du palais étaient distincts. Un homme castré, au service de l'empereur, pouvait être vénéré comme un noble sacrifice pour le bien commun. En revanche, les récits des femmes du palais avaient une résonance différente. Leurs révélations ont révélé des vérités trop dangereuses pour que les puissances impériales puissent les admettre. Le système prétendument divin qu'ils défendaient reposait sur la maltraitance systématique des enfants. L'ordre céleste qu'ils propageaient reposait sur les massacres et la servitude sexuelle, tandis que leur règne reposait sur un vaste assujettissement des femmes qui, s'il était reconnu, remettrait en cause les fondements idéologiques. Les visiteurs de la cité interdite rédigeaient des récits détaillés sur les eunuques, explorant leurs pratiques de castration et leurs conditions de vie avec un intérêt voyeuriste.
Cependant, ces mêmes visiteurs s'adressaient rarement aux femmes du palais, ne les mentionnant qu'incidemment en référence aux concubines de l'empereur ou aux conditions oppressives des servantes, au processus de sélection, au régime de formation et aux règles strictes régissant leur vie. Ce voile de secret impérial dissimulait tout. Cette documentation concentrée sur l'essentiel dresse un récit historique mettant en lumière le sort des hommes castrés, ignorant totalement les histoires tout aussi nombreuses et tragiques des femmes. Il semble que d'innombrables récits féminins aient été effacés de l'histoire, leurs récits jugés insignifiants ou risqués à relater. Les rares témoignages qui subsistent proviennent de personnalités comme Ironga, dont les mémoires, intitulées Mémoires d'une servante du palais, offrent un aperçu précieux du fonctionnement interne de la cité interdite. Elle a relaté ses expériences, notamment son enrôlement à 13 ans lors des conscriptions obligatoires des familles de la Bannière, son service de l'impératrice douairière Sixi pendant 8 ans, et son observation des mauvais traitements omniprésents qui caractérisaient la vie au palais. Ironga a décrit des servantes du palais qui se réveillaient aux premières lueurs de l'aube et travaillaient jusqu'à la tombée de la nuit, accroupies sur le sol pour nettoyer, sans laisser de traces, le corps marqué par des années de travail pénible dans des positions exigeantes. Elle détaille la terreur persistante qui assombrissait la vie à la cour, la moindre bévue pouvant entraîner de sévères représailles, voire l'exécution. Son récit souligne les méthodes complexes que les femmes du palais élaboraient pour survivre. Elles maîtrisèrent les expressions les plus subtiles de leurs supérieurs, anticipaient les besoins avant même qu'ils ne soient exprimés et s'adaptaient si étroitement aux dispositions impériales qu'elles pouvaient manœuvrer dans les eaux troubles de la politique de cour. Cependant, elle décrit également les conséquences psychologiques de cette vigilance accrue. Des femmes qui perdaient toute tranquillité même après avoir quitté le service de la cour, qui reculaient devant les bruits soudains pour le restant de leur jour et qui ne pouvaient plus jamais se fier à leur intuition ou à leurs désirs. Le schéma de ce traumatisme psychologique est évident lorsqu'on examine le sort des femmes du palais après leur service. Celles qui survivaient à leur période obligatoire et dont beaucoup n'y survivaient pas, étaient libérées dans un monde qu'elles peinaient à comprendre. Elles passèrent leur jeunesse à réprimer leurs comportements humains instinctifs, vivant comme des extensions de la volonté d'autrui, se considérant comme des objets plutôt que comme des individus. Nombre d'entre elles peinaient à nouer des relations stables ou à faire des choix autonomes. Totalement conditionnées à rechercher l'approbation et à éviter les punitions, elles étaient incapables de fonctionner dans des situations exigeant une initiative personnelle. Certaines cherchèrent refuge dans les temples bouddhistes, trouvant le réconfort dans l'environnement de vie structuré nécessaire à leur survie. D'autres disparurent des archives historiques, leur vie post-palace étant aussi occultée que leurs expériences à la cité interdite. L'aspect économique de ce système révèle un autre niveau d'exploitation que les historiens n'ont commencé à saisir que récemment. La cité interdite servait d'appareil colossal pour extraire la valeur du corps et du travail des femmes. Les servantes d'Iar, les servantes du palais, n'étaient donc pas de simples servantes. Le travail féminin non rémunéré constituait un pôle de production essentiel au sein d'un système économique. Elles tissèrent la soie, ornaient les vêtements royaux, préparaient des mets somptueux, entretenaient les jardins et effectuèrent de nombreuses tâches supplémentaires qui auraient autrement nécessité des employés rémunérés. La valeur collective de leur travail, accumulée au fil des décennies et impliquant d'innombrables femmes, représentait un transfert de richesses massif des familles à la famille impériale. À la naissance, les enfants des concubines impériales étaient pris en charge par 40 nourrices et 80 substituts. Leurs propres enfants étaient séparés, afin qu'ils puissent nourrir la progéniture de l'Empire. La cour contrôlait méticuleusement leur rôle maternel, privilégiant souvent les besoins dynastiques aux liens familiaux. Leur instinct maternel devint un instrument de puissance impériale. Elle recevait une maigre rémunération tout en offrant des services essentiels à la préservation de la dynastie. À son apogée, le système palatial comptait environ 22 000 personnes, principalement des femmes qui travaillaient gratuitement dans des conditions proches de l'esclavage selon les normes contemporaines. La grandeur et la domination du système impérial reposaient entièrement sur ce labeur et ses souffrances non rémunérées. L'aspect le plus déchirant était peut-être que les femmes du palais, soumises à la même brutalité, se transformaient en oppressrices pour les nouvelles arrivantes. Ayant appris que la survie dépendait du conformisme, elles comprirent que le seul moyen de préserver un semblant de sécurité était de dégrader la dignité des autres femmes. Cela créa un cercle vicieux où chaque génération de femmes du palais contribuait au traumatisme infligé à ses successeurs, transmettant les méthodes de manipulation psychologique utilisées contre elles. Le système ne nécessitait pas de coercition extérieure car il faisait croire à ses victimes que leur oppression était innée, essentielle et inaltérable.
Les femmes qui défiaient le conditionnement, conservant un semblant d'indépendance d'esprit, se retrouvaient confrontées à des dilemmes insurmontables. Elles pouvaient risquer la fuite, conscientes qu'un échec signifiait non seulement leur propre perte, mais aussi des représailles contre leurs proches. Alternativement, elles pouvaient aspirer à la rébellion, conscientes que la révélation entraînerait tourments et exécutions pour elles-mêmes et leurs partisans. Certaines femmes considéraient la mort comme l'affirmation ultime de leur autonomie, tandis que d'autres se repliaient entièrement sur elles-mêmes, se cachant dans l'isolement ou la maladie, leur désolation souvent dissimulée sous des diagnostics ambigus et des documents judiciaires. Les dossiers attribuent souvent des raisons vagues, comme la mélancolie ou la maladie, qui pouvaient masquer des dépressions émotionnelles ou des départs intentionnels. L'impact mondial de ce système a dépassé les frontières de la Chine. À leur retour de la cour impériale, les émissaires et marchands étrangers ont répandu des récits qui ont profondément façonné la perception de la civilisation chinoise dans d'autres cultures. Cependant, ces récits mettaient principalement en avant les rituels exotiques, spectaculaires et élaborés, la richesse et le pouvoir de l'empereur, négligeant l'oppression systématique qui les sous-tendait. Cette représentation biaisée a perduré pendant des siècles, faisant de la cité interdite un royaume d'énigmes et d'opulence plutôt qu'un haut lieu de violation massive des droits humains. Les récits des femmes du palais étaient enfouis sous des couches d'illusions orientalistes et de propagande impériale, leur sort étant invisible au monde extérieur. Les historiens modernes s'efforcent aujourd'hui de mettre au jour ces vérités cachées, mais ils se heurtent à des obstacles considérables. De nombreux documents du palais ont été intentionnellement détruits ou demeurent inaccessibles dans des archives difficiles d'accès. Des siècles ont passé depuis que les témoins potentiels ont péri, ne laissant derrière eux que de simples fragments. Une entrée de journal intime, un rapport diplomatique ou un survivant accidentel sous forme de mémoire. Pourtant, même ces bribes révèlent un modèle effrayant d'oppression généralisée et effroyable qui remet en question les fondements mêmes de la construction et de la conservation des récits historiques. La saga des femmes de palais chinoises transcende leurs expériences personnelles. Elle souligne comment leurs histoires ont été délibérément effacées de l'histoire, comment les structures de pouvoir occultent de l'épreuve de leur propre cruauté et comment les voix des plus faibles peuvent être systématiquement étouffées pendant des siècles. Le terme « femmes eunuques » résume une vérité fondamentale sur ce qui a été infligé à ces femmes. Bien qu'ils n'aient pas subi de castration physique comme les eunuques masculins traditionnels, ces individus ont subi une puissante forme d'émasculation psychologique et sociale, tout aussi dévastatrice pour leur humanité. D'êtres humains autonomes, ils ont été métamorphosés en instruments du pouvoir impérial, leur individualité et leurs désirs étant méthodiquement éradiqués jusqu'à ce que ne subsiste que la servitude. Plonger dans leur histoire nous oblige à transcender les récits officiels, à chercher la vérité dans les interstices des faits consignés, à prêter attention à des voix volontairement étouffées. Cela nous pousse à nous interroger sur les autres récits qui ont été occultés, sur les autres vérités jugées trop périlleuses ou difficiles à préserver. Les femmes impériales de la Chine antique n'étaient pas de simples victimes passives. C'étaient des êtres humains qui ont trouvé le moyen de se rebeller, de préserver leur dignité et de se soutenir mutuellement face à des obstacles insurmontables. Ce récit incarne une brutalité effroyable et une ténacité indomptable, mêlant soumission tenace et défis héroïques. Surtout, ce récit n'était pas destiné à voir le jour. Le raconter aujourd'hui constitue donc une réparation pour les innombrables femmes dont la voix a été réduite au silence au cours de l'histoire.